Bonsoir à tous, comment vous allez bien? Oula, j'espère que mon PC n'est pas en train de planter parce que tout est en train de friser. Non, c'est bon. Ouf. Comment vous allez? Bon, on va voir si ça marche, c'est bon. Alors, qu'est-ce que j'allais vous dire? Donc ce soir, on va se faire un petit stream différent des habituels. On va se faire un Balls of Culture Pop. Donc c'est une émission qu'on avait lancée avec notre chère Funky Section il y a plusieurs mois, je dirais, sur des œuvres de la pop culture. Et donc, ce soir, c'est le renouveau de Balls of Culture Pop. Ce soir, on va aborder plusieurs choses, dont plusieurs choses, mais surtout une œuvre, c'est Kaamelott. Donc, comment vas-tu, mon cher Funky? Bonsoir à tous. Effectivement, je vais très bien. Un petit peu du mal à intervenir. Hein. Les intempéries font que la connexion marche pas trop. Mais bon, maintenant je suis là, donc tout va bien. Et Tout va oui, bien, ça peut Kaamelott, que bien aller. la grande œuvre Kaamelott. Kaamelott du cul. Non, pardon, je plaisante. Attends, je vais te baisser un petit peu. Parce que tu satures un petit peu. T'inquiète pas, ça va aller. Là, c'est mieux. C'est mieux. Vas-y, continue. Continue, c'est mieux. T'inquiète pas. On est. Ravi de vous voir, les bros. Les bros qui sont là, les gars sûrs. Bienvenue, Caliste, qui est en mode raid. Comment vous allez tous bien? Le Caliste est toujours raid. Ah mais toujours. Alors, donc ce soir, petite émission qui va bien. C'est l'émission Kaamelott. Donc, petit rappel de ce que c'est Balls of Culture Pop. Balls of Culture Pop, c'est une émission qu'on fait, qu'on va essayer de faire le plus régulièrement possible, c'est-à-dire, je pense, tous les mois. Enfin, on verra comment on va faire. Et on va aborder des thèmes de la pop culture. Donc pour ce deuxième épisode, on va aborder Kaamelott. Donc on va diviser en plusieurs parties notre émission, qui sera une partie présentation, une partie analyse critique, une troisième partie qui sera avec le rapport avec la pop culture de Kaamelott et de la pop culture française principalement. Et on fera un petit débat de clôture à la fin. Et salut Hérésie, salut Caliste, salut Ryan, merci d'être venu, ça fait toujours plaisir. Alors, mon cher Funky, que faisons-vous? On commence par la présentation. Je m'en occupe ou tu t'en occupes? Je m'en occupe. Si ça ne te fait rien. Allons-y. Bonsoir à tous les BG présents dans la salle, soit absolument tous les auditeurs de ce podcast. Tout à fait. Nous allons expliquer de manière succincte, bien que je sais que probablement vous le savez déjà, qu'est-ce que c'est Kaamelott. Alors, Kaamelott est une série d'Alexandre Astier, un très célèbre scénariste, écrivain, compositeur, enfin il fait tout, réalisateur également, français. C'est une œuvre qui a commencé le 3 janvier 2005, d'après mes notes, et qui s'est terminée le 31 octobre 2009 sur la chaîne M6, pour ne nommer qu'elle. Non, il faut peut-être pas les nommer, les chaînes, peut-être. Oh non, vas-y, on peut tout balancer. On peut tout Oui, il balancer. était aussi boucher, viticulteur, conférencier. C'est ça. Et même qu'une fois, il a installé Adobe. En tout cas, il a tout fait. Hein. Le mec a vraiment tout fait. De toute façon, il a créé cette fameuse série qui est une revisitation de...
absolument, une revisitation des légendes arthuriennes, les légendes arthuriennes autour de la table ronde, autour de la quête du Graal, autour de la mythologie, on va dire un petit peu celte. Et donc, il revisite ça de façon anachronique, donc avec des discours un petit peu modernes et avec des blagues un petit peu d'un temps un petit peu plus moderne, on va dire ça aussi comme Tout ça. à fait, Donc, ces tout à fait, tout personnages à un fait. petit peu théâtraux sont très caricaturales et surtout sont à mourir de rire, avec bien sûr la plus grande force de l'œuvre, ces fameux dialogues. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Veux-tu qu'on dise plusieurs choses? Par exemple, que Camelot, c'est surtout une série télé qui fait quasiment 500 épisodes, si mes souvenirs sont bons. À peu près quand même. Ouais, Les 3 premières saisons sont assez chargées. Les 4 premières saisons sont assez chargées en épisodes, tout entre à fait. 50 et 100 épisodes, si je ne me trompe pas. C'est ça, Heu, si mes souvenirs sont bons, c'est ça, hein. donc on Euh, passe d'un format de 3 minutes et pour terminer sur le livre 6, donc soit la 6e saison, à c'est un ça. format 50 minutes, ce qui est plutôt pas mal. Vraiment pas mal. Après, ce qu'il faut aussi se rappeler, c'est que il n'y a pas que la série télé dans Camelot. Il y a tout Non, l'univers étendu qui est bon. Celui qui est monstrueux. le plus proche de nous, c'est le film qui est sorti cet été. D'où Oui, pourquoi aussi on fait cette émission. Hein, c'est un petit peu pour être dans l'actualité et surtout, il vient de sortir sur Apple, le Google Store et sur Amazon Prime, d'après ce que j'ai vu. Et il sort la semaine prochaine en Blu-ray et en DVD. et oui. Donc voilà. Flo nous précise le nombre d'épisodes exact, soit 458 épisodes. Ah là là Oh là 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 là. là. Exactement. Une bonne nuitée à toi, Hérésie. Va gentiment te mettre au lit, fais de beaux Repose-toi rêves, bien. repose-toi bien. Ensuite, il y a aussi un livre et Oui, des BD. Alors, les BD, il y en a au nombre de 10, si mes souvenirs sont bons, où il y a au moins un dixième qui va arriver là, de toute oui, façon. oui, oui. Vu que le neuvième est sorti l'année dernière, si mes souvenirs sont bons. Parce que moi, étant un petit peu BD-phile avec du côté de ma famille, mon frère est fan de BD franco-belge. On regarde Ah bon? beaucoup de BD aussi, donc on lit les BD, même si il y a beaucoup d'images, mais bon, bref. Donc voilà, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Donc déjà, la BD, hein, surtout la BD. Hein. Et salut Monsieur P, merci d'être passé. Comment vas-tu? Alors Monsieur P, c'est une certaine personne que je connais très bien et qui accessoirement a beaucoup de BD et de mangas et de comics, etc., etc. Donc voilà, donc petite explication de ce que c'est que Camelot. Donc là, Bonsoir, monsieur P. et oui, ah, vous Je lui ai pas dit connaissez bonjour. pas, mais voilà. Donc, on va partir sur notre présentation qui a été plutôt brève. Et donc là, on va aller sur la deuxième partie qui est nos avis. Partageons nos avis. Alors, inutile de préciser que ça va spoiler sévère si vous Tout à n'avez fait, pas hein. vu la série ou si vous souhaitez un petit résumé succinct de ma part, évidemment. N'hésitez pas à le signifier, dans le chat, hein, pour ceux qui auraient besoin Oui, d'une petite piqûre de s'il y a, rappel, s'il y a besoin, oui, oui, si oui, nécessaire. il y a Heu, besoin pour certains, il y a je besoin pour pense. certains. Il y a besoin pour certains. Bon, allons-y. Petit résumé, on va dire, gros texte. Nous sommes au royaume de l'ogre, donc il s'étend de la Calédonie, soit l'Écosse, jusque l'Aquitaine, soit, du côté de Bordeaux, le Pays basque, tout ça. Tout ça, Heu, le sud-ouest, on va dire. ouais, c'est ça, le sud-ouest de la France, hein, donc c'est vraiment la moitié de l'Hexagone plus le Royaume-Uni. Tout à fait. Nous sommes, sous les coups de 400 et quelques après Jésus-Christ, je n'ai pas la date exacte. On est après, je dirais la deuxième moitié du 5e siècle, je dirais. Voilà.
Du coup, nous sommes dans un pays donc du coup établi, fédéré par le gouvernement, on va dire l'Empire romain. Et à sa tête se situe le sanglier de Cornouailles, ainsi surnommé, soit Arthur Pendragon, fils de Uther Pendragon, qui a fédéré tous les clans autonomes de la région de Bretagne et qui du coup gouverne son royaume avec une main de fer, du moins une main de fer plus ou moins, parce qu'il est entouré de personnes, on va dire, intellectuellement limitées, incapables de s'extraire de leur propre présent. Donc autrement dit, des gens plutôt simplés, voire des cons pour certains. D'autres personnes sont un peu malveillantes et essayent de récupérer, de lui taxer, on va dire, un maximum d'argent, un maximum de prestige, un maximum de choses, tout en essayant de l'humilier, de, de l'embêter tous les jours. Hey, VZ bro! Des bisales, des gros bisales qui essaie un petit peu de l'embêter tous les jours et on le voit un petit peu au travers de ses déboires entre une femme qu'il n'aime pas vraiment et qui est un petit peu, on va dire, dans le déni, Tout à fait. des chevaliers qui ne sont pas très intéressés par la quête du Graal, qui est une quête divine, hein, puisque Arthur entend des voix, il voit la Dame du Lac qui lui explique tout chaque jour qu'il a un très noble destin, l'épée Excalibur, épée magique qui fait de lui le roi de toute la Bretagne qui l'aide à fédérer tous les clans. Et bien sûr, ses ennemis séculaires qui essaient d'envahir son royaume dans tout ça. Donc on voit un homme intelligent, bienveillant pour la plupart du temps, mais très énervé, voire même parfois un peu méchant avec son entourage, tellement il est excédé par leur comportement. Essayer de se débattre jour après jour, avec leurs différentes polémiques, leurs différentes histoires, leurs différents problèmes qu'ils n'arrivent pas à résoudre, soit par flemme de pensée, soit par total décalage. Tout Et à fait. c'est plutôt pas mal. Donc, au début, c'est une série plutôt humoristique qui va s'attarder sur des passages un petit peu cocasses, des façons un petit peu, enfin des problèmes quotidiens un petit peu qu'il peut y avoir au royaume. Donc entre son beau-père, Léo Dagan, avec qui il partage un certain respect en tant que chef de Oui, guerre et en oui, tant oui, que oui. stratège, mais de l'autre côté, qui ne peuvent pas se voir parce qu'ils n'ont pas du tout les mêmes avis politiques. Arthur est plutôt juste et souple, tandis que ce fameux Léo Dagan, lui, est, on va dire, assez tortionnaire hein, sur les bords, il aime se régaler un petit peu de la souffrance des gens. Oui, Euh, c'est pas un dictateur, enfin, c'est pas un Exactement. dictateur qu'on a nous actuellement, mais qu'on peut avoir actuellement dans la vie réelle, mais plus quelque chose, quelqu'un qui sert vraiment la vie, ça, hein, Ah oui, oui, qui, oui, voilà, absolument. Un dictateur médiéval comme on n'en fait plus. Un c'est bourreau ça. presque. Un bourreau. On le voit également aux prises avec certains de ses chevaliers, Bohort, le chevalier sensible, qui est sensible aux arts, à la poésie, mais pas du tout à la guerre ni à la violence, voire même qui en est profondément dégoûté, voire outré, et qui fuit toute confrontation à toutes jambes. Perceval et Caradoc, duo inséparable, Caradoc mangeur de l'extrême, qui souhaite se régaler avec tous les mets que peut proposer le royaume. Et Tout à fait. Perceval, très fidèle chevalier d'Arthur, mais cependant intellectuellement, on va dire, limité, du moins, il semblerait. Il Euh, semblerait, parce que après, il y a, enfin, je pense qu'on va en parler un petit peu plus tard, mais il y a oui, beaucoup de choses dans cette partie-là qui, prête à confusion, que au prime abord, on a l'impression que oui, il est pas très, qu'il est limité. Et en fait, il y a dans la communauté de Camelot qui sont en train qui se posent la question si c'est pas plutôt de la mauvaise compréhension. Parce que ce qu'il faut se rappeler, c'est que chaque chevalier de la table ronde ne parle pas de la même langue théoriquement. On fait pas du celte, il y avait pas une langue commune historiquement, hein. Donc on se pose la question si c'est pas aussi du fait que il connaît, il apprend la langue commune de d'Arthur, mais il ne Shakespeare. comprend pas tout.
on va dire. Mmh. Et salut Chopper. Absolument. Il est dans «Salut Chopper, bienvenue à toi. J'adore ton pseudo, bro». Heu, si, effectivement, Perceval, lui, est un Gallois, donc du coup, il parle le gaélique, mais le oh, des bisous, Vézébro. Il parle le gaélique, mais donc du coup, dans le royaume de l'ogre, on parle surtout le vieil anglois. Mais bon, au-delà de la différence de langage, il est confirmé que Perceval est effectivement un génie, capable de compter à la vitesse de la lumière, et surtout de retenir et de faire des opérations de calcul mental extrêmement complexes. C'est un personnage très très étudié, mais qui a la mentalité, on va dire, d'un enfant de 7 à 8 ans, C'est ça éventuellement. à peu près, ouais. C'est ça. Il faut le percevoir comme un homme-enfant, avec des Tout à fait. facultés intellectuelles très avancées, mais qui est du coup peut-être un peu trop en dehors de son époque pour être totalement compris. C'est ça. Bien C'est ça, c'est évidemment, ça. nous avons aussi comme autre personnage Guenièvre, la femme d'Arthur, pour qui Arthur éprouve en tout cas au début, une grosse répulsion, qui fait tout pour la fuir, pour ne pas consommer son mariage avec elle. Et surtout qui est Au début, justifié par, les saisons suivantes et surtout les dernières absolument, saisons. ce sera justifié par les saisons suivantes, mais au tout départ, en tout cas, on a l'impression que c'est uniquement par, dégoût, rejet de la personne. On sent clairement que c'est un mariage politique, mais il n'en est rien. C'est plus un mariage au départ, certes, c'est un mariage, de convention, plus qu'un Tout à mariage fait. réellement politique. Mais il reste tout de même avec, cette épouse parce qu'il éprouve une forme d'affection envers elle, sans pour autant, pouvoir lui rendre ses sentiments, car elle l'aime en tout cas, du moins au début. Tout à Elle fait. l'aime vraiment. Et enfin, pour ne nommer que lui, Lancelot du Lac, son plus fidèle chevalier, qui lui semblerait avoir plus la tête sur les épaules que les autres, mais il est surtout à la recherche de gloire et de grandeur, Tout à en fait. particulier la sienne. En particulier la Surtout. sienne. Surtout. Évidemment, le temps passe et c'est le drame. C'est le drame. Suite après quelques aventures cocasses, on met la pression à Arthur, la Dame du Lac, jouée par Audrey Fleurot, je l'ai vu dans le chat, C'est ça. heu et lui met un petit peu la pression en lui disant que les dieux, voilà, se languissent qu'il puisse trouver le Graal. Le problème étant que la quête n'avance pas du tout. Tout le monde un petit peu tire au flanc, quand certains n'essaient pas carrément de trahir, en particulier vers les chefs de clan fédérés. Tout à Et fait. du coup, la situation part totalement à volo. Elle part totalement à volo et au bout d'un moment, Arthur finit par presque laisser tomber et essayer de se concentrer un petit peu plus sur lui-même que sur le royaume. C'est là qu'il fait la rencontre de Mévanouie, la femme du chevalier Caradoc, celui qui aime absolument la nourriture, mais dont l'épouse ne peut plus supporter le comportement ni même l'hygiène de vie. Et soudainement, un petit rapprochement se fait entre eux. Un petit peu fébrile à l'idée de continuer leur liaison de façon secrète, de peur de se faire prendre, surtout qu'ils se font prendre à un moment par Guenièvre, mais qui ne comprend pas la situation tout de suite. Il finit par essayer de proclamer un échange d'épouses. Cependant, entre-temps, nous avons Lancelot du Lac qui, lui, est éperdument amoureux de Guenièvre et ce, depuis des années et finit par, officiellement la kidnapper, mais en fait, il n'en est rien. Elle le suit de son plein gré Tout à pour aller fait. fomenter un entre guillemets «un coup d'État» puisque Lancelot fomente une armée, on va dire, indépendante et souhaite s'opposer au royaume de Camelot, mais complètement, s'approprier la quête du Graal, pour lui tout seul. Il est financé par le roi Lot, un des chefs de clan de base fédéré, au royaume de l'ogre, mais qui du coup, cherche à ne plus avancer, aux côtés du royaume et supplanter le pouvoir. Oui, Du c'est coup, ça. Guenièvre vit une vie, on va dire, soudainement beaucoup plus modeste en compagnie de Lancelot, qui lui-même, n'est pas très au fait des choses de l'amour, n'ayant jamais été amoureux de quelqu'un auparavant. Et leur cohabitation, au début, se passe extrêmement bien, puis commence à se déliter au fur et à mesure. Entre-temps,
Arthur culpabilisant d'avoir volé la femme de son ami et surtout ayant peur de affronter une loi séculaire parmi les chevaliers qui dit que quiconque convoite la femme d'un chevalier doit en tuer Le chevalier. le chevalier. Sauf que Arthur refuse de s'y résoudre et même s'il est un peu boulé sur les bords et que il lui a causé plus de problèmes qu'autre chose, il ne souhaite pas non plus dessouder quelqu'un qu'il considère relativement comme un ami. C'est ça. Du coup, il souhaite procéder à un échange d'épouses, ce que Caradoc se laisse amplement convaincre. Et du coup, pendant que Caradoc essaie éventuellement de récupérer sa nouvelle femme, Guenièvre, Arthur, lui, finit avec Mévanoui qui devient reine. Et Seulement qui les en problèmes profite. s'installent. Voilà, les problèmes s'installent de plus en plus parce que c'est une grosse morue, cette Mévanoui. Au C'est final, ça. pas tant intéressée par Arthur que ça, Mm, plutôt intéressée par le pouvoir. Elle essaie, un petit peu de prendre un peu trop ses aises et de dominer un peu trop son nouveau mari et se permet beaucoup trop de choses. Au final Arthur finit par entendre raison, surtout après avoir entendu certaines prophéties l'inquiétant, et décide de, pas répudier sa reine, mais de inverser l'échange d'épouses c'est ça. et de monter une toute petite armée pour aller récupérer Guenièvre alors que Lancelot n'est pas présent au camp. Lancelot qui soudainement s'est mis à séquestrer Guenièvre de peur qu'elle veuille retourner retrouver sa vie de confort au château de Camelot. Sauf, sauf qu'elle n'allait pas le faire. Elle essayait juste d'essayer d'endurer la nouvelle situation, mais Lancelot, commençant à perdre pied sous les influences d'un certain Méléagant, un personnage très très mystérieux et assez mystique hein, sur les bords, il commence un petit peu à perdre pied et commence à séquestrer Guenièvre contre sa volonté, de peur qu'elle s'enfuit et retourne au royaume. Ce qui du coup précipite la chute de son camp. Tous ses partisans se font disperser et Guenièvre est récupérée par Arthur, qui le rejoint de son plein gré et décide elle aussi de retrouver sa vie d'avant. C'est ça. Cependant, les choses ne sont plus au beau fixe. Arthur n'a plus le soutien de la plupart de ses partisans. Il doit châtier les rebelles, mais n'en a pas le cœur puisqu'il se sent aussi en partie responsable de leur traîtrise, entre guillemets. Et enfin, Lancelot, la personne qu'il respectait le plus jusqu'à présent, sachant comment il traitait Guenièvre, ne souhaitait pas vraiment punir Lancelot d'avoir aimé quelqu'un, et encore moins le punir d'avoir voulu soutenir ses idées. Alors, il décide de ne rien faire, mais les gens finissent par, on va dire, l'accuser de favoritisme, se dessoutiennent de lui, ils lui disent qu'il fait mal son job, qu'il n'arrivera à rien, il ne trouve pas le Graal et sombre de plus en plus dans la dépression. Au point même où on lui conseille de retourner planter l'épée Excalibur, la laisser quelque temps et laisser les gens essayer de retirer l'épée à nouveau. Puis, pour montrer à tout le monde qu'il est bel et bien l'élu unique des dieux, il souhaitera récupérer son épée à nouveau, Mais plus tard dans. Plus tard. mais plus tard. Donc, il laisse à tout le monde l'opportunité de faire son tour. Mévanoui, crevant de jalousie, souhaite un petit peu, on va dire, prendre sa revanche tout doucement, mais sûrement. De l'autre côté, Perceval et Caradoc décident de eux aussi fonder un clan autonome, mais cette fois-ci, non pas contre Arthur, mais tout en étant, on va dire, En de son soutien, côté, enfin. en soutien, oui, en réel soutien. Ce qu'Arthur accepte. Arthur accepte un petit peu les doléances de tout le monde, ne souhaitant plus réellement s'impliquer dans les grosses affaires d'État, ne souhaitant plus s'énerver face à tout ce qui se passe, et du C'est coup, ça, les les laisse totalement faire semi-croustillants. leur petit projet. Les semi-croustillants, hein, absolument, les semi-croustillants. Il ne le laisse plus faire et enfin, il les laisse faire plutôt et laisse absolument, tout partir à volo. Entre-temps, tout le monde essaye, sauf 2 personnes, de retirer l'épée et ces 2 personnes, il s'agit bien entendu de Perceval, qui lui, malgré le fait d'avoir voulu fonder un clan autonome, refuse catégoriquement, de faire ça à Arthur parce que pour lui, il n'y a qu'un seul roi de l'ogre et c'est Arthur Pendragon. Et enfin, Caradoc, qui l'a fait non pas pour Arthur, mais pour Perceval,
puisque Perceval a violemment protesté quand il a su que son collègue allait essayer de retirer l'épée. Voire même, il a fait la queue et a rajouté un mortier pour consolider Je- l'épée dans le rocher, bien que l'épée est maintenue magiquement dans le rocher. Tout à fait. Lorsque lorsque tout le monde a fait son essai à hauteur de 1 par personne, Arthur décide de retourner récupérer l'épée, puis subitement se dit: «Si je dis à tout le monde que je ne peux pas récupérer l'épée, je ne suis plus roi. Si je ne suis plus roi, je n'ai plus de responsabilité. Si je n'ai plus de responsabilité, je suis libre». Et il va tenter. Il va dire: «C'est simple, l'épée ne peut plus être tirée ni par moi, ni par personne». C'est ça. Pensant être libre et se sentir mieux, au final, les choses partent à volo. Le royaume de l'ogre, comme toujours, a le plus de mal possible pour trouver un roi remplaçant. Finalement, après quelques manipulations de Mévanoui, son mari Caradoc devient roi, on va dire, de fortune. Oui, c'est ça. Roi remplaçant, un roi Oui, c'est régent. un roi. Ouais, voilà. C'est le roi en Voilà, attendant que. c'est ça. C'est Dire. le roi officiel, mais ce n'est pas le roi divin. Pendant ce temps-là, Arthur, lui, il n'y a qu'une seule chose qui l'intéresse, c'est d'essayer de trouver sa descendance. N'ayant jamais consommé son mariage avec sa reine Guenièvre, mais ayant eu de nombreuses aventures, aussi bien avec ses maîtresses royales qu'avec quelques paysannes qu'il a pu croiser lors de campagnes stratégiques de guerre. Oh, tout à fait. Euh, On le voit dans le. On le voit dans l'intégralité de la série. On voit beaucoup de maîtresses par-ci par-là, hein. Surtout oui, dans les oui, premières absolument. saisons. Absolument. Arthur aime les femmes, C'est ça. c'est un fait. C'est un fait et il décide d'aller faire un petit peu le tour de toutes les personnes qu'il a fréquentées qui curieusement, apparemment, comparé aux autres seigneurs de guerre, n'est pas si conséquent que ça. Il a un profil particulier qu'il recherche, mais toutes ces femmes n'ont pas eu de descendance, en tout cas pas pendant, leur liaison, Tout à fait. sauf, quelques-unes, mais il s'avère, après, de nombreuses recherches, qu'aucune de ces personnes n'a eu de descendance de lui. On y a cru à certains moments, mais non. Voire même, il finit par comprendre, suite aux manipulations de Méléagant dont il fait la rencontre sans pour autant connaître la personne, qu'il serait probablement infécond. Mais on n'a pas de confirmation réelle. C'est ça. Heu, il n'y a pas de confirmation réelle sur le sujet. On ne sait pas si c'est une manipulation psychologique de Méléagant. En tout cas, le fait est que, Arthur, lui, se croit infécond et il a toutes les raisons de le penser étant donné que, malgré ses nombreuses relations, il n'a jamais eu aucune descendance. Alors, je soutiens notre cher Toufik qu'il y a il y a un potentiel. Mais chut, allons plus loin, voilà. Ce que je trouve dans à ce moment-là, on voit que sa quête de soi-même entre guillemets d'Arthur l'emmène encore plus dans sa déchéance et dans sa pas Ah, dans c'est le sa point de vue. déception mais dans ses démons vers ses démons Ah, et là complètement, et complètement. là on se retrouve vers la fin de la série en elle enfin de la série sans les Le début de la flashbacks, fin. hein. On est au Le début début de de la la fin. fin où là on est vraiment vers la fin du livre 5 si mes souvenirs sont bons et Absolument. là on se rend compte que bon notre cher Arthur est vraiment dépressif total et il va petit spoiler attention essayer d'en finir de se supprimer lui-même, hein, de toute façon, Oui, voilà. complètement. Il va se suicider, hein, il va pas tenter, il va vraiment essayer de se suicider. Alors, petite précision sur la chose, il va se suicider dans un bain que lui a fait couler Guenièvre. Guenièvre, sachant que le voyage l'ayant suivi, pour ne pas rester avec ses parents et pour ne pas rester seule au château, elle voulait être avec quelqu'un qu'elle considère comme amical, C'est donc ça. Arthur. Le suit dans tous ses déboires et essaie de comprendre un petit peu, son parcours, ses sentiments et pourquoi il est autant attaché au fait d'avoir une descendance et finalement,
elle est, on va dire, très inquiète pour lui au retour parce qu'elle le voit, totalement brisé, totalement changé et décide, dans un geste de pure bonté, de lui faire couler un bain elle-même, sans faire appel à une servante, elle qui sait faire que peu de choses au final C'est et surtout comme dit Caliste, c'est surtout une preuve d'amour. oui, 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 c'est totalement une preuve d'amour, j'allais y venir et pour lui prouver justement qu'elle l'aime et qu'il n'est pas seul, mais malgré ça, Arthur se taille les veines à l'intérieur de ce bain, à l'image de quelqu'un d'autre dont on parlera plus tard et décide de se laisser partir définitivement. Entre-temps, petit flashback en arrière, Lancelot du Lac, lui, est complètement éploré et complètement manipulé par Méléagant et décide de se retirer et partir en ermite. Hem, avec plaisir Toufik, à condition que tu viennes avec moi dans le bain évidemment. Si Oui, mais si cela ne nous regarde pas. cela ne nous regarde pas, cela ne nous regarde pas. Même moi, hein, je ne Tu ne regarderai regarderas probablement pas. pas. Je serai dans l'eau comme ça. Ouais. Un bain de pied? Oui, voilà, c'est ça, un bain de pied ou un bain de bouche. On ne sait pas, on ne sait pas. Bien sûr, évidemment, moi, Calice qui dit: «Moi, je peux regarder», évidemment que tu peux regarder, mon cher Calice. D'ailleurs, n'est-ce pas déjà ce que tu fais? Tu es pas en train déjà de regarder quelque part. C'est ça. Oui, oui, et là, il est Finalement dedans. on apprend certaines petites choses sur Lancelot du Lac. Qu'il est fils d'un ancien roi du royaume de l'Ogre, mais pas du royaume fédéré, d'un chef de clan, le roi Ban. On apprend que son cousin, ça en tout cas on l'apprend un peu plus tôt, que son cousin est Bohort et qu'il est le fils du roi Ban. Mais en plus, Méléagant lui propose de se retirer, il comprend que Guenièvre ne veut pas rester avec lui et tente même lui aussi à un moment de mettre fin à ses jours jusqu'à ce que Méléagant l'en empêche. Méléagant qui a retrouvé notre chère Audrey Fleurot, alias la Dame du Lac, qui oui c'est ça le roi Ban, tout à fait Toufik. Mais c'est pas la même orthographe, c'est pas la même orthographe. Ban, B-A-N-E. C'est ça. Et cette pauvre dame du lac est devenue humaine et a été renvoyée non pas sur le plan astral, mais renvoyée sur le plan humain, dans le corps d'une humaine. Et voilà. Du coup, Méléagant tombe sur elle et lui demande de venir voir Lancelot du Lac. Et soudainement, la dame du lac le reconnaît et comprend qu'elle était sa nourrice lorsqu'il était petit, mais qu'il était supposé devenir le premier roi du royaume de l'ogre. D'ailleurs, à un moment, lors d'une dispute, nous avons vu Lancelot du Lac et Arthur avoir une dispute alors qu'ils étaient en train de boire un coup et qu'ils étaient complètement sous autour de l'épée. Puisque on sait que déjà l'épée flamboie dans les mains de ceux qui ont un destin exceptionnel et on a pu constater que l'épée flamboie beaucoup plus, Excalibur flamboie beaucoup plus dans les mains de Perceval que dans celle d'Arthur. Autre petit spoiler, dans les véritables légendes arthuriennes, je vais y arriver, Oui, Perceval est une des 3 personnes qui trouvent le Graal, qui trouvent tout à réellement fait. le saint Graal. Donc du coup, pour ceux qui connaissent déjà les légendes arthuriennes, savent très, très bien pourquoi, Pourquoi ça l'épée s'illumine? flamboie autant, pourquoi elle s'illumine autant, voire plus qu'avec Arthur. Et Arthur essaye de montrer un petit quelque chose magique et sympathique auprès de notre bon Lancelot. Il dit: «Lorsque je lance l'épée, elle reviendra toujours à l'élu». Sauf que l'épée s'arrête pile poil entre deux et après, une petite castagne, heu, Arthur finit par récupérer son épée et c'est suite à ça aussi qu'ils ne se parleront plus et qu'ils ne seront plus réellement amis, sachant que c'était prêt à péter, du jour au lendemain Oui, depuis de le toute début. façon, voilà. Heu, mais voilà, ça a mis un point final définitif aux relations cordiales qu'ils éprouvaient l'un envers l'autre jusqu'à présent. Et donc, Arthur, où je voulais en venir avec ça? Avec l'épée.
Non, mais continuons. Après, on n'est pas Oui, obligé oui, 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 d'expliquer jusque la fin. Après, on a d'expliquer encore dans les plein de moindres détails. choses encore à expliquer, Ah, hein, de toute façon. ce serait bien de faire un petit récapitulatif rapide, Oui, hein, voilà. quand même du reste. Donc je poursuis. Finalement, à la base, Lancelot était sélectionné pour être le premier roi, voilà, c'est ça, c'est exactement ça, était sélectionné pour être le premier roi du royaume de l'Ogre, mais finalement, les dieux ont changé d'avis par rapport à son côté un petit peu belliqueux C'est et ça. son caractère un peu fragile dont les convictions ont tendance à vite s'ébranler. Du coup, ils se sont plutôt redirigés vers le fils Pendragon, qui était censé être juste un bâtard parmi tant d'autres, n'étant pas digne de régner, mais quand ils ont vu son cœur noble et bon, ils ont décidé de le nommer nouveau roi, enfin, roi divin du royaume de l'ogre. C'est ça. Et oui, effectivement, Toufik, c'est moi, c'est non, moi c'est le roi Autobahn. Tout à fait, c'est le roi Autobahn, comme chez Caliste. Belliqueux, oui, oui, tout à fait, belliqueux, c'est le terme. Et au final, les dieux changent d'avis, se redirigent sur Arthur, mais on comprend que du coup, Lancelot a été confié à la Dame du Lac et a essayé de lui apprendre la magie blanche pour soigner des gens. Et Lancelot, après avoir pris une flèche perdue par un de ses cousins, malheureusement, réussit à se soigner tout seul. Il réussit à se soigner tout seul comme il peut. Puis il décide de retourner se faire une santé, une petite beauté, pour venir assassiner Arthur. Mais au dernier moment, alors qu'il pénètre, après avoir mis une grosse gifle à Guenièvre, après avoir mis un gros coup de poing à son cousin, et après avoir dégainé son épée prêt à assassiner Arthur, c'est lui qui découvre Arthur s'étant suicidé dans son bain. Et il décide non pas de l'achever, mais de le soigner en utilisant la magie blanche qu'il s'était rappelé un peu plus tôt pour soigner sa propre blessure. Puis il s'en va, sans demander son reste, après avoir sauvé son roi. Quelques mois plus tard, sauvé in extremis, Arthur se réveille dans un lit mis à part avec des gens qui viennent le visiter. Il refuse de manger, il se laisse mourir, il se laisse partir. Il n'a plus envie de lutter, il n'a plus envie de continuer l'aventure. Tout à fait, Caliste. Quelle scène, quelle scène. Ça fait partie d'une des plus belles scènes, je trouve, de la série, hein. Absolument, absolument. La fin, moi, je la trouve magnifique. Après, bon, on en reparlera après, mais bref. Allons-y, continuons. Funky? Oh, j'espère que on n'a pas perdu Funky. Ah, je suis là, je suis Si, là. c'est bon. Je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai dû débrancher un fil et T'inquiète pas, ça a c'est mieux bon. tourné. On On t'entend à m'entend. nouveau, c'est bon. Donc je disais: «Allons-y, Almanzo», comme dans La Petite Maison dans la Prairie. C'est Voilà, ça. merci pour la blague, merci à tous. Papapapapam. J'ai mis un brofista à tout le monde. Continuons, continuons. Donc du coup, nous retrouvons Arthur qui souffre d'anémie, souhaite du coup, se laisser mourir, suite à tout ça, mais surtout plonge dans des sommeils à demi conscients où il se rappelle, 15 ans auparavant, avant de devenir roi, sa jeunesse dans l'armée romaine où il avait été envoyé en tant qu'esclave afin que son père, qui était un roi fou, ne le tue pas. Une fois chez les Romains, il s'est fait graver SPQR sous le pied, cicatrice qui l'a profondément marqué. Néanmoins, il a suivi ses classes comme tout le monde, il s'est contenté d'être un troufion de base et Tout de à fait. supporter les réprimandes, la maltraitance, tout ce temps et surtout d'apprendre, l'art de la guerre, l'art du combat, pour avancer et jusqu'au jour où, on lui donne des opportunités de façon subite. On lui demande s'il se rappelle de la Bretagne, sa Bretagne natale, qu'est-ce qu'il pense d'y retourner, comment il voirait un petit peu une évolution militaire en termes de grade, éventuellement aussi une évolution politique. Et c'est là que nous faisons la connaissance de Sallustius, qui sera quelque part l'un des tortionnaires les plus virulents d'Arthur, mais également l'un des grands acteurs du destin d'Arthur,
tout à fait. en tant que roi de l'ogre. Il lui propose un avancement, totalement pistonné, à base de soudoiement d'autres sénateurs Ouais, pour c'était le pas propulser, le bombarder, centurion, et lui faire passer de nombreux grades pour qu'il puisse aller sur l'île de Bretagne, revendiquer le le trône, côté, enfin, le trône, voilà, le trône de Bretagne en tant que breton, mais aussi s'affilier, à l'Empire romain en tant que romain. et donc de faire Heu, un royaume plus ou moins, enfin, annexé à la, Absolument, à l'Empire romain, hein. c'est Faut appeler ça. chat un chat, hein. C'est là que nous passons à un format un peu plus, énorme en termes d'épisodes. Nous passons à un format de 50 minutes et Oui, là, c'est d'un ça, seul coup, les quasiment enjeux l'heure par sont épisode, si mes souvenirs sont bons. c'est ça, absolument. Là, les enjeux sont beaucoup plus réels, sont beaucoup plus palpables. Il ne s'agit pas que d'une personne, mais de beaucoup. On découvre, un Arthur un petit peu tout nouveau, un petit peu, on va dire, perdu, taciturne, qui n'ose pas trop s'exprimer, qui n'ose, pas trop parler et pourtant il en a dans la tronche et il en a surtout sur le cœur et est complètement révolté par nombre d'injustices qu'il voit se dérouler sous ses yeux et souhaiterait un petit peu avancer, faire des progrès à ce niveau-là. Mais il se sent impuissant, seul, en tant que petit troufion. Mais C'est ça. on lui donne l'opportunité d'évoluer, de faire d'autres choses. Donc du coup, il s'y colle, déjà pour ne pas mourir et puis surtout pour changer de quotidien. On lui présente Akonia, une noble romaine. Bon lurk mon petit Caliste, des Tout à gros fait, bisous, gros love sur toi mon ami et merci d'être passé. et merci d'être passé. Cette dame, Akonia, du coup, fait de son mieux pour lui inculquer les mathématiques, l'algèbre et absolument tout, pour lui permettre un petit peu de briller en société. Tout à fait, Mais au elle final lui fait enfin, elle lui donne une éducation, hein, c'est ce qu'il faut se dire. c'est ça, une belle éducation, mais il y a un petit côté mystique, on va dire, chez Akonia, puisque il y a que des fêtes, elle dort beaucoup, elle a un caractère un petit peu subjugant pour Arthur, car quand il arrive là-bas, il prend le temps de se reposer, chose qu'il ne fait pas. Pourtant, à la base, il était venu pour apprendre des choses, et la première chose qu'il apprend, bah, c'est à se reposer, comme s'il n'avait jamais pu prendre de temps de pause, pour tout simplement être lui-même, être heureux, être bien. Et prend son temps aussi pour être propre, se laver et surtout apprendre les bonnes manières, être moins rude et avec le temps, avec, les sentiments, on ressent un petit peu la tristesse et la solitude d'Akonia et on finit par comprendre qu'elle attend quelqu'un qui ne reviendra probablement jamais. Mais que C'est ça. peut-être ce quelqu'un, dans le fond, était probablement Arthur. Et on voit une romance progresser entre les deux. Et une romance pas piquée des hannetons, hein, puisque c'est une romance très forte, au point même qu'ils en décident de se marier. Akonia se marie pour la deuxième fois de sa vie, et plus qu'heureuse. Malheureusement, elle apprend vite que Arthur va être envoyé en Bretagne et que du coup, il ne va pas revenir, de sitôt. De Tout ce à fait. fait, ils fomentent un plan tous ensemble pour déjà aller prendre le trône là-bas, puis une fois que tout sera établi, il viendra la récupérer. Chose qu'il fait. Alors, sauf que de l'autre côté, on lui demande de se marier avec avec la fille du chef de clan le plus récalcitrant, Léodagan, C'est ça. Léodagan de Carmélide, seigneur de Carmélide. Et c'était le seul moyen, donc vraiment pour fédérer absolument tous les chefs de clan et avoir un royaume uni. Du coup, il accepte, mais selon quelques conditions. Il revient en parler à Akonia, et Akonia lui fait avoir une promesse. Elle dit: «Écoute, le temps que je te rejoigne, tu peux faire tout ce que tu veux. Des maîtresses, tu peux en avoir autant que tu veux. Ça ne me dérange pas. Je ne suis pas jalouse. Toutes, sauf une. Je t'interdis de consommer ton mariage avec ta promise. C'est ça. Je t'interdis d'avoir des enfants, d'avoir des relations intimes avec elle. Tu peux faire ce que tu veux ailleurs, mais pas avec elle, Et parce que donc tu es là, marié et avec c'est moi. là que tu comprends pourquoi C'est tu ça, comprends son comportement à partir de ce moment-là.
C'est avec, ça. avec Guenièvre. On comprend son comportement, on comprend le pourquoi du comment et pourquoi du comment il en est arrivé là. Et voire même il confie toute sa vie donc au père Blaise, un ecclésiastique, re là pour représenter l'Église et donc du coup l'Église qui elle aussi domine le monde à sa façon par la Mmh. fédération aussi, à la religion et qui note absolument, toute sa vie, toutes ses mémoires et les laisse à disposition de ceux qui veulent bien les lire, notamment Guenièvre, qui a tout lu, mais ne lui reproche absolument rien, voire même peut-être comprend. La seule chose qu'elle lui reproche, c'est d'avoir tenté de se supprimer dans l'amour que elle lui a donné. C'est peut-être C'est la ça, seule chose dans tout ce qu'elle a pu lire qui l'a blessée. Et peut-être pour la première fois, Arthur se sent coupable de l'avoir blessée. De l'avoir blessée, car il remarque à quel point elle tenait réellement à lui. Alors vous allez me dire, mais où est Akonia? Puisque elle était censée le rejoindre, est-elle une de ses maîtresses? Eh bien non, eh bien non. Car la personne qui était en place en tant que centurion romain à la place d'Arthur au royaume de Bretagne était le mari d'Akonia. Donc si Arthur prenait sa place, eh bien le mari retournait à son domicile. Et quelle ne fut pas la surprise d'Aconia de découvrir que son mari était revenu, et au final, de manière tacite, alors qu'à la base il venait la chercher pour la récupérer définitivement, quelle fut pas la surprise d'Arthur de voir qu'Aconia a vite fait son choix et décidé de rester et retourner avec son premier mari, laissant derrière elle-même sa robe de mariage comme si elle ne voulait pas garder expressément de souvenirs de leur union, et laissant Arthur seul avec son désarroi. Même ses amis après les entourloupes d'Arthur pour pouvoir, rester un royaume indépendant, tout en faisant semblant d'être sous la coupe de l'Empire romain, se sont malheureusement fait assassiner. Il rentre seul à Camelot et devient définitivement un chef breton, mais décide de s'accrocher à cette promesse, on va dire un petit peu désuète, pour continuer de faire vivre cet amour si intense dont il n'arrive pas à se mmh, détacher et dont il n'arrive pas à admettre la fin. tout à fait. Voilà. Ça, c'est pour, la scène. Suite à ça, il donne, enfin, du moins, Caradoc vient voir, Arthur sur son lit, pas de mort, mais, on va dire sur, pensant que c'est la fin et renonce au fait d'être roi et redonne les pleins pouvoirs à Arthur, officiellement, car il en a marre, c'est pas amusant et surtout, bah, sans Arthur, ce n'est plus vraiment la même chose. C'est Il ça. vient juste voir Arthur pour lui demander ça, uniquement, sans même lui demander réellement comment il va. Les seules personnes s'inquiétant réellement de son état sont probablement Bohort, Perceval et Guenièvre. Et suite à tous ces débats, finalement, Lancelot finit par venir voir Arthur, après lui avoir sauvé la vie, et Arthur pense faire le bon choix en lui confiant les pleins pouvoirs sur le royaume de l'ogre, se disant qu'il va laisser partir. Et voire même, Lancelot est déterminé à prendre le trône et à devenir quelqu'un de bon et de juste Tout à envers fait. les autres. Arthur ayant rencontré César à Rome, et César lui a toujours appris ce fameux discours épique qu'il faut se battre pour la dignité des faibles. Il faut surtout être altruiste si on a énormément de pouvoir et ne pas être opportuniste et individualiste. Qu'il faut se battre pour ceux qui ne le peuvent pas, C'est ça. avec des outils dont ils ne disposent pas. Arthur essaye vaguement d'essayer d'inculquer cette morale à Lancelot, mais ça ne se passe pas comme prévu. À peine Lancelot est-il sur le retour, pour, en gros, appliquer de nouvelles lois bienveillantes qu'il retombe à nouveau sur Méléagant, qui finit par très vite le convaincre de mettre, en gros, l'Ancien Régime, soit la table ronde, à sac et de tout brûler depuis zéro pour tout recommencer. Chose qu'il fait très vite. Il rassemble très vite de nouveaux partisans et commence à installer une certaine dictature, et là, le royaume, est mis à sac et retourné sans dessus dessous. Tout le monde est de façon, permanente, mis à part. Alors attention, j'éternue! Oh pardon, Désolé, j'ai voulu éternuer, j'ai pas eu le temps de finir ma phrase. c'est pas grave. J'ai pas eu le temps de me mute aussi, désolé. T'inquiète Heu pas. Au final, le royaume est complètement mis à sac
Et Arthur et lui, enfin, Lancelot envoie des tueurs à la poursuite d'Arthur pour l'assassiner et en terminer une bonne fois pour toutes avec lui. Ça. Mais Vennec, un marchand d'armes, un marchand de beaucoup de choses en fait, un marchand Oui, c'est illicite, décide de sauver Arthur puisque Arthur lui a pas fait la misère et lui a laissé plus ou moins avoir la belle vie tant qu'il se tenait à peu près à c'est carreau. ça. Et du coup, il décide d'essayer de le sauver et pour ça, bah, il se dit: «Il faut t'envoyer à Rome». Il dit: «Ouais, non, mais je suis pas le bienvenu à Rome». C'est pas grave, Rome, c'est plus ce que c'était. Donc du coup, l'empire romain est en train de s'écrouler, mais je crois que c'est là où toi, tu seras le plus en sécurité. Donc du coup, il l'emmène là-bas et Arthur retrouve ses souvenirs parce qu'il ne se sentait pas réellement digne, mais il retrouve ses souvenirs de quand il était petit. La première fois qu'il a retiré l'épée du rocher alors qu'il n'avait que 4 ou 5 ans. Et il se rappelle, aussi de tous les sensations qu'il avait ressenties, cette volonté de faire le bien autour de lui, mais néanmoins décide de prendre la fuite, et de ne pas revenir tout de suite au royaume de Camelot. Du coup, c'est là que nous attaquons les événements du film, Et où donc là, Arthur on a va arrêter on le arrête là, spoil. OK. On va s'arrêter là pour éviter de spoiler trop. Enfin, moi, ce que j'avais envie de dire, c'est que la série, le dernier épisode, c'est il y a 12 ans. Donc il y a un petit peu prescription, comme dirait l'autre. Alors que le film, Oui, oui, oui. on va éviter de trop spoiler D'accord, pour les d'accord. gens qui ne l'ont pas vu, OK, parce que même je s'il y a eu reste beaucoup de dessus, OK. monde, on va essayer de laisser là au moins Le suspect. on a au moins un bon résumé de ce qui est avant. Et J'ai fait au voilà, mieux, au plus court possible. Croyez-le ou non, mais au plus court possible. tout à fait. Donc là, ce qu'on va faire, c'est on va voilà, Chopper n'a pas vu le film par exemple, donc c'est mieux de Oui, ne bah, pas c'est très bien. trop spoiler. Donc c'est ça qui est bien. Là, ce qu'on peut Merci de déjà l'avoir précisé, passer, Chopper. c'est de passer carrément à vraiment notre avis sur l'œuvre, c'est-à-dire le Oui. film, la série et tout le reste. Et tout le reste. Alors, on va voir. Je Vous t'invite à allez commencer, du voilà. coup, ça me permettra de Je vais boire de l'eau. commencer. Hein. Vous allez voir, il va y avoir vraiment plus ou moins deux. À la fin, il y a Arthur qui. Ouais. Euh, arrête de spoiler, mon cher Toufik. Heureusement que tu es modo, sinon je t'aurais banni. Bref. Euh, donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, vous allez voir, on a deux avis différents avec l'ami 2 écoles. Funky et deux écoles différentes. Je vous explique. Moi, comme vous avez dû le voir, hein, notre. Oui, t'aimes bien une panne, mais chut, arrête. Euh, Euh, on va dire que comme vous l'avez vu déjà, Funky est très est fan, hein, est un fan de la première, est quasiment un fan de la première heure. Moi, Pas du tout. je suis plus un néophyte, comme je dirais. C'est-à-dire que j'ai, je n'ai pas vu tous les épisodes. J'ai vu le film, j'ai vu pas tous les épisodes, j'en ai vu beaucoup, mais pas en étant très suiveur depuis le début. Et donc, moi, je trouve déjà que le global est très bon, mais là, je vais casser un petit peu. On va dire que le mythe fondateur est de base plutôt bon, même s'il y a eu plusieurs strates de création. Et on va dire que le boulot d'Alexandre Astier a été très bon, même s'il est de base, si mes souvenirs sont bons, il est musicien de base, il est pas réalisateur. Enfin, il a une Tout à fait, formation il est dans la plus musique et de compositeur. musique plus que, que faire des films et des séries, même s'il le fait très bien. Hein. Je trouve que son projet d'adaptation avec en le mettant à jour et en le transposant dans nos problématiques et en mettant de la pop culture à foison dedans, ça fait une bonne série, mais une bonne série et un bon film, mais de toute façon, on ne peut faire que du bon avec
avec le mythe fondateur, avec les légendes arthuriennes. Je m'explique. On a vu depuis qu'on est gamin, beaucoup de dessins animés et de films sur les légendes arthuriennes, et on a même des jeux vidéo et même des jeux de société pour ceux qui sont fans de jeux de société, qui sont très bons, qui sont basés sur les légendes arthuriennes, qui sont très bons. Pour ceux qui connaissent, il y a le jeu de société les Chevaliers de la Table Ronde, qui est génial. À essayer, même s'il commence à être vieux, Absolument. hein, mais il est très très bon. Hein. J'ai envie de dire, le, le, oui, les mythes fondateurs sont très bons. L'adaptation est très bonne, mais moi, ça ne me fait, enfin, j'ai bien aimé, mais de là à dire que de le mettre comme sur un piédestal comme euh, là, je vais faire beaucoup de débats pour certains. Moi, je le mets pas sur un piédestal comme un Star Wars, un Star Trek ou toute autre œuvre de la pop culture qui est quand même over the top. Euh, c'est un très bon, c'est une très bonne série et une très belle œuvre de la pop culture française qui mériterait quand même d'être internationalisée, mais il y a des limitations. J'ai envie de dire. Hein, euh, des limitations du fait des blagues qu'on a de notre côté et de toutes ces choses-là. Mais voilà, dans l'absolu, je trouve très bon le toute l'œuvre. C'est-à-dire les BD, j'ai essayé je ne les ai pas lus, mais je les ai quand même regardés avec un certain intérêt pour voir si euh, ils arrivaient à transposer ou pas le, le boulot d'Alexandre Astier, ce qui est le cas dans certains tomes où c'est vraiment des running gags comme les premières saisons. Alexandre Astier a participé à leur Et conception. on le sent, hein, et on sent qu'il y a Alexandre Astier. Hein. Voilà. Après, dans l'absolu, euh, il fait partie de la pop culture française. Cela, on peut pas le nier. Hein. On peut pas le nier à ce niveau-là que Camelot est bon. Je me considère pas comme un fan. Hein. J'aime bien tout ce qui est mème et toutes les autres choses qui en sont découlées, comme par exemple le mème de notre cher, j'allais dire Lancelot, mais non, c'est Perceval qui sort d'une chose il sort d'un rond. D'un rond qui permet d'aller dans certains univers, si vous vous rappelez. Et il y a C'est des pas mèmes faux. qui sortent de là. Oh, et salut Raglink. Donc voilà. Coucou Raglincu, Et, des bisous. et voilà. Et moi, je trouve que c'est très très bon. Il est bon, mais voilà. Je ne le considère pas comme, pour moi. Hein. Après, voilà. Il y a une fanbase euh, qui est totalement sur ça. Mais moi, je n'ai pas un rapport autant amoureux que certains, comme on a pu voir dans la, dans la pop culture, et qu'ils ont un rapport très amoureux dessus, hein, j'ai envie de dire. Hein. Oui, oui. Pour Donc ça, on voilà, y viendra un peu plus tard. on y viendra après. Hein. Mais voilà. Je trouve que le boulot en lui-même est très bon pour une série à petit budget. Hein. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que c'était, quand il est parti, c'est parti sur une série type Caméra Café. C'est ce qu'il faut se rappeler. Absolument. C'était un truc où il n'y avait pas non plus des moyens énormissimes comme il l'a fait dans la série, en fin de série et et surtout cette année au niveau du film. Pas Donc du voilà, tout, c'était le projet MacGyver et c'était c'est un ça. tout petit créneau à prendre, éventuellement pour C'était les créneaux meubler. courts. Hein. C'était pour les Oui, créneaux oui, oui, courts. c'était pour En meubler et puis, pré-soirée, ainsi de suite. ça a ouvert la voie, enfin Caméra Café notamment, a ouvert la voie, à toutes ces séries courtes, et c'est pour ça que de nos jours, on a un succès absolument phénoménal pour, par exemple, Scène de ménage. Tout à fait.
Bon, après, moi, ce que je considère, les formats courts, c'est plus les un gars, une fille, mais c'est un autre débat qu'on aura ailleurs. Donc voilà, moi, c'est Oui, oui. mon avis personnel de néophyte, entre guillemets, hein. C'est bon, mais on va dire que il y a d'autres choses qui pourraient aller au-dessus. Donc voilà. Et toi, quel est ton avis de plus fan hein, de Camelot? Ah, allons-y. Alors, bon, vous le savez, hein, les opinions, c'est comme les trous de balles, tout le monde en a. Donc du coup, bah, je vais donner la mienne, hein, évidemment, parce que j'ai une république. Heu, du coup, pour moi, bah, c'est une œuvre fondamentale de ce que peut proposer le cinéma français, mais aussi la culture cinématographique, et vidéoludique française jusqu'à présent. C'est vraiment le l'un des piliers fondateurs de la «nouvelle scène», on va dire entre guillemets, à mes yeux. Je vais m'expliquer pourquoi. Déjà, je vais revenir sur ce qu'a dit, Florent le geek un petit peu plus tôt dans le chat, qui disait que, il ne pense pas que l'humour soit bien compris à l'international. Eh bien, il faut savoir qu'en fait, si, depuis surtout depuis le dernier confinement, il y a et surtout pour avoir fait quelques recherches, pour ce podcast, heu, Kaamelott a une certaine fanbase en fait, à l'international et prend un petit succès. Pourquoi? Eh bien, en fait, il voit, au-delà des légendes arthuriennes, un petit on va dire, une petite pastiche, française justement, u un jeu des clichés français, un jeu de la façon d'être français, un jeu de tous ces clichés et de comment en fait l'international nous perçoit et justement, ils reconnaissent un petit peu la grandeur d'écriture, mais surtout, surtout la grandeur des dialogues, la grande, grande force de la série, hein, les dialogues avant tout, puisque à la base, Alexandre Astier est issu du théâtre, du côté de sa maman, Joël Sevilla qui interprète Célie, la femme de Léo Dagan dans la série. Alors ce qui est marrant, c'est qu'elle interprète sa belle-mère dans la série, alors que c'est sa mère, mais sa belle-mère qui est la seconde épouse, la seconde compagne de son papa qui lui-même interprète son beau-père, interprète sa mère, mais en fait c'est la C'est mère ça. de son demi-frère, Simon Astier. Voilà. Camoulox, j'ai envie de vous dire, mais C'est ça, c'était un petit peu, Camelot. c'est ça, ouais. C'est Camelot, on va dire. Camelot, Camelot, mais pas de Cad et Olivier, uniquement d'Alexandre Astier. Mais voilà, l'anecdote est extrêmement connue, bien sûr, mais aussi Oui, très, oui, oui. très sympathique. Très, très sympathique. Il est toujours bien sympa de le rappeler et de le nommer. Tout à fait. Le fait qu'il veuille autant faire travailler ses proches, du coup, crée, à mon sens, une énorme alchimie, à l'écran. Sachant qu'à la base, il écrit ses personnages, quels qu'ils soient, pour l'acteur qui va l'interpréter et non pas, vis-à-vis de quelque chose. Le bienfait, le fil rouge de l'histoire n'est qu'après le confort de ses acteurs qu'il va diriger. Et il veut essayer de leur faire un maximum de choses, mais tout en étant eux-mêmes de la façon dont ils sont le plus excellents, pour jouer. Je pense notamment à Franck Pittiot qui interprète Perceval, qui avec brio, je ne vois pas d'autre acteur pour interpréter ce personnage. C'est vrai, Il a c'est vrai. Il il y a a un vraiment ah on sent oui, que c'est le personnage pour l'acteur, point. Faut, oui, on le c'est ça. sent même pour Alain Chabat qui fait ah merde, Le duc d'Aquitaine. le duc d'Aquitaine, il est génial et on voit que c'est écrit pour Alain Chabat Oui, et clairement, clairement. que Astier c'est les compétences et les connaissances de Chabat. Point. C'est- Absolument, absolument et bah, mon Dieu, Alain Chabat, quel acteur, absolument aussi bien dans le film que la série, absolument indispensable et c'est surtout Alain Chabat de maintenant. C'est pas Alain Chabat de C'est l'époque ça. de des Nuls, c'est Alain Chabat en tant qu'acteur confirmé et on sent en fait la recherche qu'il y a derrière la personnalité de chacun, comme pour Franck Pittiot, pour revenir à lui en tant qu'exemple. Il y a un visage, il y a une façon d'être, une voix, des expressions, sachant qu'à la base Alexandre Astier clamait dans une interview que
Franck Pittiot n'avait quasiment jamais de fou rire, en tout cas pas quand il jouait avec Alexandre Astier. Mmh. Et la première fois où Franck Pittiot a eu un fou rire, Alexandre Astier a décidé de le garder dans la série, puisqu'en fait, on voit tout simplement Franck Pittiot trébucher pour rentrer dans une pièce et ça le fait rire. Mais il garde tellement son sérieux, il essaie tellement de garder son sérieux alors qu'il va passer en fou rire, qu'il continue à dire son texte et vous avez vu? Il dit: «Oh, j'ai failli me casser la gueule», mais il le dit avec le sourire, on sent qu'il va rigoler et ce moment a été tellement apprécié par Alexandre Astier qu'il l'a gardé. Parce que lorsqu'Alexandre Astier lui donne la réplique, lui-même est en train de rigoler, pourtant à la base, il est censé incarner Arthur et Arthur ne rigole pas de ce genre de choses. Au C'est contraire, ça, il a plutôt tendance à rouler des yeux en mode, «Mais qu'est-ce qu'il a encore foutu? c'est Qu'est-ce ça. qui s'est passé?» C'est ça et c'est ce genre de petits clichés un petit peu, à la Louis de Funès qui confirme aussi d'ailleurs la série est elle-même dédiée à Louis de Funès, mais c'est en jouant un petit peu avec tous ces clichés, hem j'ai pas tout suivi, on pourra avoir un schéma la prochaine fois. Oui, absolument. Oui, t'inquiète pas. Absolument, Au Rugby. pire, tu regarderas le replay et tu ne comprendras mieux la totalité, C'est mon ça. cher. T'inquiète Je pas. t'invite même encore mieux, c'est à aller voir la série et à te C'est ça, renseigner vis-à-vis des making of pour comprendre certaines choses. Je la redis, mais en plus lentement. Alexandre Astier a 2 parents dans la vie. Son papa, Lionel Astier, qui est lui-même acteur, et Joëlle Sevilla, qui est elle-même actrice. Donc, ces 2 personnes jouent dans Kaamelott et elles jouent des personnages reliés à Arthur, en tant que sa belle famille. C'est-à-dire que Joël Sevilla interprète Dame Célie et son père Lionel Astier interprète Léo Dagan, qui jouent respectivement Léo Dagan de Carmélide et Dame Célie donc, qui sont les beaux-parents de Arthur, donc les parents de sa femme. Mais les parents d'Arthur, notamment sa mère, est interprétée par Josée Devron, qui est la maman de son frère, donc du frère d'Alexandre Astier, qui s'appelle Simon Astier. c'est Voilà, ça, une petite anecdote sympathique. c'est ça, J'espère du coup avoir un peu mieux expliqué la chose. c'est ça, c'est Heu, ça. donc du coup, pour moi, Kaamelott s'inscrit comme une œuvre fondatrice pour toutes ces raisons. Ses dialogues, le fait de pouvoir plaire à l'international en jouant des clichés français, tout en les méliorant un petit peu. Et bah, Le ça, fait je ne de savais pas, que c'était, que c'est apprécié entre guillemets, hein. Ah bah, Heu, c'est tout récent, hein. Cette fanbase, vient de se construire de manière toute récente, surtout avec l'arrivée du film, qui est sorti à l'international et les gens se demandaient un petit peu, qu'est-ce que c'était? Et du coup, ça a motivé, la plupart des personnes à aller faire des recherches pour essayer de découvrir la série dans son d'accord. intégralité, histoire de mieux comprendre tout le background du film, hein, qui marche très, très bien. Et à qui je souhaite encore une très longue vie. De plus, toutes les références un petit peu à la pop culture, rien que le premier épisode s'appelle Hit. Hit, tiré du titre du même film avec Robert De Niro et Andy Garcia, je non, si, c'est ça. Je crois que C'est c'est pas ça, Andy ouais. Garcia. Non, c'est pas Andy Garcia, c'est, C'est pas Andy Garcia? pardon. Non, 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 c'est Enfin bref, oui, oui. je Bref, oui, je vois ce qui c'est, alors attends. Ouais, ouais, ouais. Bref, Il joue dans Le Parrain. Je t'invite à aller faire une petite recherche pour, retrouver son nom. Al Pacino, ça y est, je l'ai. c'est ça. C'est au moment où je sors Google C'est Al Pacino et que je lui-même. retrouve son nom. Al Pacino et Robert De Niro, qui est un excellent thriller, un excellent film, qui ne s'inscrit pas du tout dans la lignée des légendes arthuriennes, mais qui pour autant, reste, vraiment quelque chose de très sympathique à regarder et dont Alexandre Astier est très, très fan, notamment pour ses face à face et ses dialogues. Toute son influence théâtrale, du fait du parcours de ses parents aussi qui, on le ressent, l'a influencé énormément. Son propre parcours aussi théâtral qui n'est pas des moindres, hein, qui l'influence énormément et qu'il essaie de transposer un petit peu sur le grand écran, que ce soit aussi bien la télévision qu'au cinéma et qui lui donne cette patte un petit peu unique. Bien sûr, c'est aussi également un très grand fan de Star Wars, il ne s'en est jamais caché et il fait de nombreuses références, notamment l'épée Excalibur qui s'illumine, les costumes ressemblant fortement à ceux des Sith et des Jedi et c'est aussi un petit peu, cette œuvre qui a donné, à Alexandre Astier son goût du développement des personnages, ce développement un petit peu tacite, basé sur beaucoup de non-dits, surtout du visu et très libre d'interprétation auprès des spectateurs.
qui les invite à spéculer et à faire des recherches, à essayer de comprendre l'univers dans lequel ils sont des témoins de toutes ces actions, de tout ce qui se passe, pour toujours en apprendre plus, mieux comprendre ce qui se passe. Ce n'est pas simplement la lutte du bien contre le mal, C'est parce ça, qu'il y a certaines personnes qui sont plutôt d'accord avec Lancelot, d'autres qui sont plutôt d'accord avec Arthur. tout à Tout fait, n'est pas blanc, tout n'est pas noir. c'est ça, Les méchants ont des qualités et les gentils ont de gros défauts. c'est ça. Et Tout n'est ce pas n'est pas blanc, une tout n'est œuvre pas noir. manichéenne. Voilà, ce n'est pas une C'est, œuvre manichéenne. avec des petites touches, des nuances de gris. C'est ça, et Avec pas c'est tout trop, ça réuni qui avec des fait que petites j'aime la série. nuances, mais il y en a pas au moins 50, je dirais. Ouais, 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 c'est ça. Euh, oui, l'exoconférence, mais ce n'est pas du Camelot, mon cher Florent. Ça reste du Alexandre Astier, mais ça, c'est encore C'est autre chose. ça, C'est une c'est autre autre œuvre. chose, C'est une mon autre cher œuvre. Florent. Mais son parcours en one man show est aussi absolument C'est ça, hallucinant et il a apporté énormément de nouveautés, mais c'est un autre sujet. c'est un autre sujet. Est-ce que mon cher Florent, mon cher Funky, est-ce que tu veux qu'on parle du rapport à la pop culture vu qu'on a commencé à en parler là? Oui, oui, oui. Vu que, bah, comme tu disais, il y a plein de clins d'œil, comme moi j'en ai aussi parlé, on a parlé de Stargate, avec le portail que je disais sur les mêmes. Oui. Il y a beaucoup de rapports excusez-moi, dans ce genre de choses. Moi j'avais vu ça, Stargate, il y a du Star Wars avec l'épée Excalibur, ce qui est logique. Moi j'avais vu aussi, il y avait enfin, après il y a toujours un rapport avec tout ce qui est pop culture type JDR et jeux de plateau. Je pense que tu le vois. Oui, Tout oui, ce oui. qui est Donjons et Dragons, Warhammer Battle, Ah, les Warhammer l'univers classiques, dans le sens large toutes du terme, médiéval fantastique, c'est hein. ça. C'est l'heroic fantasy médiéval fantastique. Il y a un rapport totalement. Il y a de petits clins d'œil. Et même si mes souvenirs sont bons, il n'y avait pas une histoire, il n'y a pas une sorte à un moment où il y avait des monstres de Donjons et Dragons. Je me rappelle plus ce que c'était. Enfin bref, Alors, dans un des le épisodes, dans les premiers épisodes, si mes souvenirs sont bons, j'avais cru voir ça à une époque. Je me rappelle plus. Mais oui, 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 tout je à me fait. rappelle C'est-à-dire plus. qu'en fait, la dame du lac confie souvent des quêtes à Arthur. Alors elle se présente à lui soudainement comme une apparition que seul lui peut voir et entendre. Et elle lui présente, des petites quêtes en lui demandant de se rendre à certains endroits, de tuer certains monstres comme des gobelins, des orques C'est et ça. de Et il y a récupérer même des des choses pour les Skaven rois. qui sont un clin d'œil à Warhammer. Hein, Oui, oui, voilà, qui est le jeu de plateau plutôt connu hein, pour ceux qui ont joué à l'époque. pour ceux qui aiment le genre, ouais. C'est ça. Et Public de niche. c'est ça, tout à fait. Un public de niche que j'ai été un petit peu aussi à une certaine époque, mais bon, bref, passons. Mais voilà, il y a plein de choses comme ça où il y a des clins d'œil. Hein. Après, Mmh. après, moi j'avais vu, il y avait un titre qui m'avait marqué quand j'ai regardé un petit peu, quand on a préparé l'émission. C'est que quand même dans la liste de tous les épisodes, il y a quand même des petits clins d'œil à la BD franco-belge. Je m'explique. Je me rappelle plus lequel épisode, mais ça m'avait remonté direct. C'était le combat des chefs, qui est clin d'œil Oui. le combat des chefs d'Astérix et Obélix. Hein. Donc voilà. Après, je pense que étant plutôt enfin, l'univers de la BD franco-belge, il y a des petites touches de toute façon. Il y a des petites touches à ce niveau-là. Après, d'un point de vue BD, je pense qu'il n'y a pas plus, mais il y a beaucoup de films et de séries qui ont des petits qui ont un clin d'œil, hein, du type tout ce qui est Monty Python, vu que on va dire que les Monty Python qui avaient fait Sacré Graal avec le lapin, le fameux lapin, si vous vous rappelez, euh, il y a des petits clins d'œil, hein, il y a des petits clins d'œil dans la série, hein, il y a voilà, le lapin Vorpal, si vous vous rappelez. Oui, oui, oui. Voilà, il y a des petits clins d'œil comme ça qui te disent ah, tiens, si tu connais, tu te dis ah
Ça, c'est sacré Graal. Mais il y a beaucoup de choses. Et allez, pour donner un petit peu, il y a même beaucoup de. Il y a des clins d'œil dans les. Il y a des clins d'œil de plein de films, dont Alone in the Dark, Les Affranchis, O Brother et plein d'autres choses comme ça. Ah oui, oui, oui. Euh, Énormément de références. il y a même des clins d'œil euh, plutôt obscurs que moi j'avais pas connus, que j'ai trouvé par hasard. Il y a des clins d'œil à une série de Rowan Atkinson que je ne connaissais pas. Ah Il y a oui. des voilà, c'est clin d'œil par l'humour des séries de Rowan Atkinson. Rowan Atkinson, Mr Bean. c'est Mr Bean. Et Absolument. d'autres séries qu'on connaît moins. Donc c'est pour Oui, ça. oui. C'est pour D'autres ça, hein. personnages surtout qu'on connaît moins, C'est comme ça. Johnny English. Johnny English, qui est quand même plutôt connu par le cinéma, mais il y avait aussi, moi je me rappelle, c'est Monsieur Fowler, l'inspecteur Fowler ou un truc dans le genre, où c'est en fait Rowan Atkinson qui joue un inspecteur de police anglaise. Oui, 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 Mais ça bon, me dit quelque chose. mais voilà, il y a des petits clins d'œil comme ça, par-ci par-là de toute façon. Et comme tu le disais, euh, il y a beaucoup de clins d'œil à Louis de Funès dans la série. Oui, c'est vrai. Et C'est vrai. je me rappelle plus, mais je crois qu'il y avait eu un interview, quelque chose, qui disait qu'il y avait que c'était un grand fan et que Alexandre Astier enfin, le dédie à Louis de Funès, sa série, hein, Oui, 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 complètement. de toute façon, hein. Donc voilà, Il il a dédié la totalité de la série. C'est pas juste un épisode, il dédie la série voilà, à Louis de Funès, mais surtout l'œuvre qu'il représente dans la pop culture. Mais depuis, Kaamelott est lui-même devenu une œuvre de la pop culture, c'est ça, de par, son côté transmédia, donc passant d'un média à l'autre, de la télévision, puis au DVD, puis aussi à la BD franco-belge, mais et maintenant à la également série, enfin, le film. à une trilogie de films potentiels, Ouais, en une espérant trilogie de que films voilà, potentiels. En espérant que oui, la suite du premier film, sans rien dire de sortent plus, voit le jour. sortent assez rapidement et qu'on n'attende pas Absolument. 12 épisodes, 12 ans par épisode de film. Je Vu souhaite que, que non, je souhaite parce que que non, là, je souhaite que on non. sera vieux et les acteurs aussi. Et là, ça sera peut-être problématique. C'est ça. Ouais, Mais ça, aussi, les dialogues de tous les jours. Alors là, on va attaquer un petit peu le côté un petit peu épineux de la chose, la communauté Kaamelott, c'est ça. qui, au-delà de propulser l'œuvre justement de façon canonique, dans le paysage, de la culture populaire française, la rend un petit peu de façon décriée et décourage certaines personnes de se mettre à l'œuvre. Tout à fait. Heu, c'est ça. Tout à fait, On hein, tout parle à fait. on parle des fans toxiques de Kaamelott, les Tout à fameux fans fait. toxiques. Ils ont quand même, enfin, la communauté Camelot a quand même une mauvaise réputation, ce qui est malheureux, hein. Mais bon, après, moi personnellement, qui est qu'un seul néophyte, le peu que j'ai regardé, il y a toutes ces choses-là pas qui te ralentissent dans ton envie, dans ton appétence de faire partie, mais il y a quand même beaucoup comment dire, je sais pas comment expliquer ça, mais voilà. Et Il y a vraiment une communauté différente des c'est autres ça. communautés, de l'autre fanbase, hein. Il y a beaucoup, comme je le montre là dans le stream, hein, il y a beaucoup de gens qui ont des tatouages type c'est pas faux, hein, ou le gras c'est la vie. Mais il Oui, y a aussi des oui, petites oui. blagues de ce type-là, hein, que je montre au stream, du style une personne qui s'en va et enfin, qui meurt entre guillemets, et enfin, et le running gag qui dit ah c'est dommage, elle meurt au moment où Kaamelott va bientôt sortir au cinéma, et tu te rends compte que l'esprit se dit ah merde, merde, je reviens, je reviens, Ah, attends, je reviens, je pars pas tout de suite. je reviens. Je hop, 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 ferme pas la porte. Ferme pas la porte, on sait jamais. Donc voilà, mais bon, Alors, petite question.
Du coup, pourquoi cette communauté est considérée comme étant spécialement toxique? Je vois, Ragling qui nous pose la question, avec son: «Ah ouais?» Ah ouais. Eh bien, tout simplement parce que ces fans, au-delà de connaître un petit peu la série par cœur, sont devenus aussi avec le temps un petit peu élitistes, à se faire des private jokes, lors de soirées par exemple, à se dire des «c'est pas faux» ou «le gras c'est la vie» ou autres répliques cultes, C'est ça. «mécréant» et ce genre de choses ou des phrases en latin qui ne veulent absolument rien dire Tout à pour fait. faire référence au roi Lot par exemple. Qu'est-ce qui est petit et marron? Un marron, oh putain il est fort ce con, ce genre de choses. Toutes ces petites blagues qu'on ne peut pas comprendre et qui, hormis sans contexte ou sans avoir vu la série, ne sont peut-être pas forcément si drôles que ça. C'est ça. De toute façon, ce qui compte, c'est les valeurs absolument de Chopper. Tout à fait. Ce genre de réplique qui est un peu culte, qui nous ont fait hurler de rire lorsque l'on regarde la série, mais pour ceux qui ne la connaissent pas, ont un peu divulgaché justement toutes les punchlines, toutes les chutes, toutes ces choses-là. Et puis surtout, on finit avec le temps par donner une sensation de rejet, en particulier sur internet, avec les gens qui arrivent, ressortent toutes ces punchlines, attirent l'arigot au point d'en écœurer tout le monde. C'est ça. Et c'est pour ça que ces fans sont totalement décriés et au point que c'est même devenu, entre guillemets, hein, «beauf», de se faire des tatouages références. Alors, la plupart des personnes qui vont se faire ces tatouages que nous a montré, Mister SP, sont des tatouages faits volontairement par amour de la série, mais pour d'autres, c'est presque par fanatisme, sans pour autant en comprendre réellement l'essence Mmh mh. ou la blague. Ils essaient de faire partie d'un groupe et ils essaient de faire partie d'un groupe et il y a eu cet effet de masse qui peut être très positif d'un côté, parce qu'il y a les fans de Camelot qui vont juste essayer d'attirer de nouveaux gens, sans trop leur divulgacher les choses, juste essayer un petit peu de les mettre dans l'ambiance et leur faire comprendre un peu le ton de la série. Mais il y a d'autres qui: «Ah là là, Bah, tu connais pas Camelot, tu tout raté». après Je de suis toute sûr fa que dans votre entourage, à un moment où vous ne connaissiez pas Camelot, il y a eu forcément ce type qui dit: «Ah ouais, mais tu connais pas Camelot aussi, ah». Voilà, il y a eu cette fameuse réaction, que après, certaines personnes moi j'ai envie de dire la communauté enfin, n'importe quelle communauté, qui se respecte, on va dire que, il y a plusieurs degrés de fans, enfin de fanboy, on va dire, comme pour Star Wars. comme pour Star Wars, hein, faut et comme pour n'importe quoi. Moi, je suis un petit peu comme, si vous connaissez la Minute du Geek, moi je serais un petit peu dans le graduel, comme les geeks entre guillemets à une certaine époque, où le geek est plutôt un synonyme de, pas de fan, mais de personne qui a un rapport avec une œuvre ou quelque chose, qui est pas spécialiste, mais qui commence à avoir pas des dons, mais être au-dessus de la moyenne sur un sujet bien précis, type Star Wars et ainsi de suite. Après, il y a Oui, en termes de le connaissances. nerd de entre guillemets, dans un graduel. Bon, bref, euh, c'est graduel entre guillemets, c'est que On dit il ça y a parce que le, gras, c'est la vie, oui, tout à fait. voilà, bref. C'est graduel. Après, il y a le nerd qui, entre guillemets, comme disait Julien Pirou à une certaine époque, le geek, c'est celui qui connaît l'univers, par exemple, de Star Wars. Le nerd, c'est celui qui connaît l'univers de Star Wars et de toutes les technologies et sciences appliquées à Star Wars. Et après, il y a le No Life qui connaît la totalité de Star Wars, par exemple. Donc là, on Oui, est un petit peu dans il ne ce. vit qu'au travers Qui des ne œuvres vit dont que. il est fan. Et après, il y a Régis Robert. Mais ça, c'est autre chose. Euh, mais ça, c'est autre chose. Voilà. Jay la ref. Ah, enfin, quelqu'un. Ah bah voilà, encore un fan élitiste. Donc, voilà. Mais on va dire qu'il y a toujours plusieurs strates de fanbase. Et moi, je suis quand même. Je trouve que euh, il y a beaucoup de monde, entre guillemets, dans le commun des mortels qui aime Camelot. Et après, on va dire, il y a. Comment expliquer ça? Il y a. En fait, il y a vraiment une fracture entre le, les fans
de base entre guillemets et les gros fans. On va dire que ça, dans la pop culture en elle-même française, tout le monde aime bien Camelot et les fans sont déjà une plus petite communauté de toute façon, mais surtout ils ont un rapport différent avec les autres du, de la communauté de fans entre guillemets. C'est un gros fanboyisme comme certains Oui. chez Apple ou autre, hein, chez Android, où ils disent que dans les guerres fratricides Android Apple ou Android iOS, où chacun se tire à Ouais. balles réelles. Mais voilà, je trouve que dans la communauté en elle-même de Camelot, il y a ce rapport-là. Je sais pas comment l'expliquer, mais Je vois ce que tu veux dire. voilà, Je vois ce que on tu va veux dire. dire que t'as en fait, dans notre débat en lui-même, c'est que est-ce que la fanbase de Camelot est accessible au kidam moyen entre guillemets? Moi, je trouve pas. Personnellement, quand tu essayes un petit peu de gratouiller un petit peu plus, tu arrives tout de suite à un gap très haut, tout de suite différent, où tu as ceux qui n'ont jamais vu Camelot, ceux qui ont vu de temps en temps Camelot comme moi, que j'aime bien, mais voilà. Et après, tu as tout de suite les gars qui ont vu tous les épisodes depuis 12 ans, qui l'ont vu plusieurs fois et qui ont vu plusieurs fois les films. Donc voilà, dont Oui. un certain Florent Le Geek. Non, ça c'est une blague, une private joke avec notre cher Florent, mais avec celui qui a fait 203, qui a visionné 203 fois le film. Oui. Et Donc non, une ce n'est séance pas Florent. avec Non, Alexandre Astier en ce n'est personne. pas Florent Le Geek. Ne vous inquiétez pas. C'était pour la blague. Non, c'est juste qu'il ressemble beaucoup à Florent. Voilà. Donc voilà, mais voilà, on sent vraiment la différence entre les différents. Il y a des gros gaps entre eux Oui. dans la communauté. Donc voilà. Et Et- c'est un petit peu problématique à mon sens, je pense. Effectivement, il y a 2 types de fans absolus de Camelot à mes yeux, en tout cas, ça reste mon avis. Il y a donc la communauté, on va dire, bienveillante, et il y a la communauté élitiste qui a du mal un petit peu à se remettre en question. Et au lieu d'essayer de faire découvrir Camelot de façon saine et respectueuse, ont écœuré les autres en leur divulgachant un petit peu tout ce qu'ils pouvaient, tout ce que la série pouvait proposer d'un petit peu innovant, parce que ça a été tellement dit et répété que lorsque les gens commençaient à regarder la série, bah, ils étaient écœurés direct et au final, il y a certaines personnes qui sont plutôt un petit peu dans un tempérament de se dire: «Oh non, Kaamelott ça m'attire pas du tout, j'ai pas envie de finir comme ces personnes, à sortir ce genre de répliques, le gras c'est la vie et cetera et cetera. Mm, Non, mm, c'est hors de question». Et c'est c'est ça, ça qui est bien dommage. C'est ça qui est bien dommage. Cette œuvre a vraiment de quoi cimenter et même rendre fiers ses pairs, tout à à mon fait, sens, tout à fait. dans la culture française et même dans la culture vidéoludique de façon générale. C'est Mm, mm. quelque chose que je n'ai pas vu ailleurs, aussi bien dans un autre pays, et cetera. Et pourtant, il y a des tas et des tas de références comme on a pu le lister jusqu'à présent, mais aussi on en a oublié une, les légendes arthuriennes elles-mêmes. De On base. reprend un récit, voilà, on reprend un récit de base mythologique pour en faire quelque chose de plus moderne, dépoussiéré, en se l'appropriant sans pour autant franchir la limite du non-respect de l'œuvre originale, en essayant juste d'apporter quelque chose de frais, une nouvelle réflexion, la vision d'un artiste par rapport à ça, et ce serait véritablement dommage de passer à côté, à mon sens. Bien sûr, ça reste encore une fois Mm, que mm. mon avis. Ah oui, 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 donc voilà. Après, moi j'ai envie de dire, dans la fanbase, il n'y a pas que les élitistes en eux-mêmes. Donc on pourra quand même, pas pour faire une sorte de conclusion dans le débat, mais je pense qu'on peut potentiellement trouver notre place. Enfin, peut-être. Moi, il faudrait peut-être que je m'y mette un petit peu plus, mais
dans cette fanbase là, mais je pense qu'il y a peut-être pour ouvrir, hein, mais je pense que tu peux peut-être trouver ta place, mais pas dans les élitistes. De toute façon, voilà. Je pense qu'il y aura Oui, toujours un rapport. Voilà. Depuis quand tu le suis, si tu dis bah moi ça fait depuis le film, voilà. Il y aura un petit moment de mise à l'écart, je trouve. Mais voilà, après ce n'est qu'un absolument. avis, hein. Comme dit Flo, beaucoup de gens ont été écœurés sans même avoir vu le contenu. Mais pourtant, enfin, la fanbase est plutôt solide et c'est une œuvre aussi qui peut être vue et revue pour essayer d'apporter multiples analyses et multiples compréhensions, ne serait-ce que juste uniquement pour une chose, la psychologie des personnages. C'est ça. Ensuite, l'histoire, la géopolitique, tout ce que ça concerne et tous les enjeux. On peut essayer de théoriser, de deviner. Au final, c'est une œuvre qui, pour moi, rassemble les gens et est faite pour ça. Alexandre Astier avait aussi dit un jour, lors d'une de ses interviews, que son rêve, ce serait de pouvoir être incognito dans une salle de cinéma, regarder une séance de Camelot, voir un fan qui connaît très bien Camelot et quelqu'un qui n'a jamais vu Camelot regarder le film, et il se passe quelque chose où on sent qu'il y a un petit peu une référence derrière qu'on ne connaît pas et qui ne sera pas nécessairement nommée durant le film. Et la personne qui connaît Camelot va dire à la personne qui ne connaît pas Camelot, t'inquiète pas, je t'expliquerai après. Et je trouve ça très beau au final, cette petite morale. Et aussi force est de constater que sur le paysage du YouTube vidéoludique, il y a aussi de nombreux fans qui, eux, veulent étayer, développer, C'est ça. continuer la pub du, du lore de l'univers étendu, essayent un petit peu de montrer tout ce que le lore peut proposer comme interprétation libre avec la fameuse web série sortie il y a quelques temps Mmh. dénommé Brocéliande, avec quelques grands noms Ce que je viens de que je te mettre, laisse ce que nommer. j'ai mis, hein. Absolument, absolument, je l'ai vu, c'est pour ça que je fais une transition. Tout à Euh, fait, Jean-Michel, Jean-Michel Transition, c'est moi. transition, voilà, tout à fait. Mais voilà, Euh, mais on peut nommer Chechouné, Benzaï, Seb du Joueur du Grenier, ainsi que Cyplay qui fait beaucoup de vidéos review concernant l'univers de Camelot. Si vous avez la flemme de vous taper tous les épisodes avant d'aller voir le film, je vous conseille d'aller voir ses analyses de personnages, ou si vous avez la flemme de réfléchir lorsque vous regardez et consommez les épisodes, allez voir ses réflexions sur les personnages, il vous aidera à comprendre un petit peu cette psychologie. Je trouve ses vidéos très bien écrites et très bien détaillées, donc voilà, un petit peu de pub gratuite pour lui. Mais des acteurs de Camelot eux-mêmes, comme notamment le fameux roi Burgonde ou encore le suivant de Attila le 1, ont décidé de faire des apparitions en tant que de nouveaux personnages pour soutenir ce petit projet de web série et mettre un petit peu en avant le travail des fans et leur volonté toujours de proposer quelque chose en plus avec cette série et de l'établir comme une œuvre majeure de la culture populaire globale. tout à fait. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Alors, je pense que, avec nos quasiment 2, je dirais l'heure et demie qu'on vient de faire, je pense qu'on a bien pu, étaler un petit peu tout ce qu'on avait à expliquer et à faire. Est-ce que tu as un mot pour la conclusion, on va dire? Compote. OK. Bien d'accord. Faut pas Merci. respirer la compote, ça fait tousser. Tout à fait. Ça c'est le conseil du jour de Funky. Faudrait que je Voilà. trouve un petit, le petit jingle, le conseil du jour. Pour Mais en tout sentir cas, le voilà, vent, il faut mettre son doigt dans le cul du coq. c'est Désolé, je ça. pouvais pas résister à faire quelques petites Poulette, références. poulette pour Raglink, OK, d'accord. Alors, Elle est bien cachée. Elle est bien cachée. heu, Voilà, c'est ce genre de privé joke qui peut être passablement énervante, mais je vous invite surtout à toujours essayer de connaître un petit peu plus tout les à fait, univers qui vous entourent et de découvrir un petit peu toutes les richesses, que l'imaginaire des artistes peut nous proposer et en particulier en France, Cocorico, heu, car, ces œuvres majeures n'ont pas fini de nous émerveiller, de nous faire débattre et de nous surprendre surtout, je pense, car, qui sait?
il y aura peut-être un jour un Ball of Culture Pop 2 concernant Kaamelott. Peut-être, peut-être. Et avec d'autres personnes, on sait jamais. Et Donc bien voilà. sûr. Donc jeudi, on va dire au revoir à tout le monde pour l'enregistrement et on pourra Un petit peut-être mot de la fin, on mon cher va Mister faire un Respect. petit mot de la fin. Donc je tiens à remercier tous ceux qui étaient présents pour ce live. Je tiens à remercier les modos qui étaient là, c'est-à-dire notre cher Ragling Q, Flo et Toufik, mais aussi tous ceux qui sont venus, c'est-à-dire Chopper, tous ceux qui étaient dans le raid. C'était vraiment cool. Resti, Caliste, Voilà, il y et avait tous les Khalid autres qui est copains. parti en l'heure, qui a eu le Vézébro et ainsi de suite. En tout cas, je suis très Qu'il a. content. Il y avait Kilak, il y avait Hérésie, et on en passe. En tout cas, le mot pour la fin, c'est merci beaucoup d'être là. Et je vais vous mettre le petit jingle de la fin. Et si vous voulez, on peut faire un petit after avant de couper vraiment le tout. Donc je vous dis à bientôt et peut-être au mois prochain ou peut-être un petit peu plus tard pour un prochain Balls of Culture Pop. Salut, salut! Des bisous.